Je m'appelle Benjamin Guignot et je suis cofondateur avec Alexandre Chartier de la société Ornicar. Ornicar, ça veut être une auto-école en ligne qui s'appuie sur un réseau de professionnels indépendants pour proposer une formation au permis de conduire mobile et à prix réduit. J'ai commencé à donner des cours pour payer mes frais de scolarité et je donnais des cours à domicile de manière très classique. Et je me suis rendu compte que j'étais très peu disponible pour mes élèves, je perdais beaucoup de temps dans le métro et en parallèle je recevais des demandes d'élèves qui étaient très loin de chez moi. L'idée c'est d'investir à travers Noma, c'est d'investir dans ce qu'on pourrait appeler la start-up des start-up. Le message était double, c'était à la fois évangéliser sur le financement participatif, expliquer un petit peu le fonctionnement, les mécanismes, les différents modes de financement qui existent. Cette volonté de co-développement, c'est indispensable. Aujourd'hui, des jeunes acteurs, des jeunes startups comme on peut l'être nous, ont besoin de l'expérience de groupes plus anciens et plus grands, plus matures, avec plus d'expérience. Moi c'est pas que ça, c'est aussi toute une partie de création d'écosystèmes et de communautés. Et on est sur le même fil d'accompagnement et de pouvoir en fait permettre aux sociétés de se développer. Nous on n'est pas Academia, on n'est pas non plus un directeur d'école ou d'université. Nous on est leur partenaire. Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette conférence sur le thème « J'ai une idée, qu'est-ce que j'en fais ?» Thomas Edison, l'inventeur, l'entrepreneur et le fondateur de la General Electric disait « La valeur d'une idée dépend de son utilisation ». On a tous eu un jour une idée qu'on a rêvé de concrétiser. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre que ce rêve devienne réalité. La conférence va se dérouler en 3 parties. Une première qui sera le micro-trottoir, ensuite le débat, et enfin vos questions. Nous avons la chance d'accueillir ce soir à Audencia 3 entrepreneurs exceptionnels qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Il est diplômé Audencia Grande École 2000. Il a fondé l'agence en tactile digitale Intuiti. Il est le Chief Marketing Officer du premier incubateur de France, le Numa. Merci d'accueillir Arnaud Chéniaud. Il a débuté sa carrière comme directeur financier aux États-Unis. Il a découvert le crowdfunding auprès des créateurs de Kickstarter. Il a créé My New Startup et finance un projet à hauteur de 400 000 €. Merci d'accueillir Thomas Deron. Bonsoir. Il est lauréat du concours de créateurs de start-up 101 projets de Xavier Niel. Il s'attaque au monopole des auto-écoles. Il est le cofondateur de la première auto-école 100% en ligne, Ornicar. Merci d'accueillir Benjamin Guignot. Avant de laisser la parole à Monsieur Noël, donc je vous signale que le hashtag de ce soir pour live tweeter, c'est hashtag Audencia avec un A majuscule, tiré du bas SDMGT, tout en majuscule. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Jérémy, merci à nos invités. Je remercie le public, surtout en cette période aussi, qui est quand même une période un petit peu compliquée
Je ne parle pas des fêtes de fin d'année, bien sûr, mais je parle surtout des examens. Donc d'avoir un public étudiant un peu mobilisé en cette période, c'est toujours appréciable. Alors, ah oui, puis surtout, je voudrais remercier Jérémy et toutes ses équipes, toute son équipe, Maxime, etc., qui ont organisé ça de main de maître. Voilà, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, quelques éléments de contexte avant de démarrer la conférence. Quid de la création d'entreprises en France ? On constate qu'on a une progression régulière entre 2000 et 2008, avec un boom en 2009, qui n'est pas lié à une passion effrénée pour la création d'entreprises dans cette année-là, mais qui est quand même lié à un phénomène, une sorte d'aléa, si vous voulez, qui est la création du statut d'auto-entrepreneur, qui tout à coup a complètement dopé la création d'entreprises. Puis ensuite, une stabilité depuis 2010. En 2014, donc dernière année connue de statistiques, on avait à peu près 550 000 créations, la moitié en auto-entrepreneur et la moitié aussi dans le secteur des services. Rien n'est dit sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il faut dire que la mesure est difficile, c'est-à-dire le taux de transformation d'une idée en projet et d'un projet en création d'entreprise. Les spécialistes de l'entrepreneuriat semblent considérer que 5 à 10% des idées deviennent projets et qu'ensuite, moins de 50% des projets aboutissent à une création d'entreprise. Mais cette question du taux de transformation est essentielle, à tel point que le site apce.com, comme vous le savez, APCE, c'est donc le site de référence pour la création d'entreprise, qui signifie Aide pour la création d'entreprise, qui est un site institutionnel. Le site apce.com envisage la création d'un indice entrepreneurial qui tiendrait compte des intentionnistes. L'enjeu à la clé, à court terme, une meilleure compréhension des motivations et surtout du pourquoi des renoncements. À long terme, ce qui se joue, bien sûr, c'est la création d'une véritable culture entrepreneuriale qui est en France, pays de longue tradition centralisatrice, solidaire et administrative, je le dis sans malice, un work in progress. Mais même si nous avons encore du chemin à parcourir avant que nos territoires et leurs écosystèmes entrepreneuriaux, incubateurs, accélérateurs, clusters, etc., soient aussi fertiles que le benchmark absolu, je veux parler de la Silicon Valley, une dynamique est en marche. Résumons-nous. Perdus que nous le sommes avec tous les chiffres cités. 550 000 créations d'entreprises impliquent 1 100 000 projets, impliquent de 11 à 22 millions d'idées en gestation. Sur une population de 65 millions de personnes, c'est énorme, une personne sur 3 est un créateur d'entreprise en puissance. Donc là, parmi vous, il y a quand même quelques dizaines de créateurs d'entreprises. Reste à transformer l'essai. Pourquoi n'osons-nous pas ? Les facteurs de renoncement sont multiples, mais il y en a au moins un qui soit partagé. Alors, d'après vous, quelle est l'explication du renoncement ? Quel est le facteur partagé ? L'argent, non. Le manque de temps, non plus. La peur. La peur de l'échec, voilà, la peur de l'échec. Ou plutôt, la peur de devoir socialement assumer d'avoir échoué. C'est une très mauvaise raison. Tout d'abord parce que, et là je parle sous le contrôle de mon collègue spécialiste de l'entrepreneuriat, Gilles Certout, et de ma collègue Valérie-Claude Godilla, responsable de l'Institut pour l'innovation. Tout d'abord parce que les 2/3 des entreprises créées sont encore pérennes 3 ans après leur création. Ensuite et surtout, parce que la création d'entreprise est un formidable accélérateur d'expérience. Par opposition à la position du salarié qui, de par la spécialisation auquel il est affecté, est un simple maillon de l'organisation. Accélérateur d'expérience et donc de compétences et de maturité. Il y a donc un avant et un après qui vous rend plus performant. Les Américains ne s'y trompent pas, qui regardent avec suspicion, sinon défiance, un candidat à un poste de direction générale qui n'aurait pas connu l'échec. Culturellement, nous avons un peu de chemin à parcourir, mais comme indiqué plus tôt, la dynamique est en marche, et je suis très heureux que nous puissions ce soir traiter tous ensemble, et tout d'abord avec nos invités, de cette étape méconnue, mais si essentielle, où tout bascule. Voilà pour quelques éléments de contexte qui vont être complétés tout de suite par une surprise que vous a réservé Jérémy et son équipe. Jérémy, à vous la manœuvre.
Passer à la première partie avec le micro-trottoir. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée sans cesse, qui se renouvelle. Beaucoup d'investissements de la part de la personne, beaucoup de moyens à développer. Pas forcément facile à faire. Alors un entrepreneur, ce n'est pas forcément un chef d'entreprise, car on peut être entrepreneur dans une entreprise, créer de nouveaux services, créer de nouveaux domaines et créer de la valeur aussi de façon différente. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui innove, qui réfléchit, qui étudie tout le contexte et qui s'adapte absolument à toutes les situations. Quelqu'un de dynamique, souriant, qui a des idées et qui innove. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui sait aller de l'avant, qui sait mener une équipe et mener à bien ses projets. Alors pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un d'assez charismatique, qui arrive à imposer ses idées aux autres et tout en cherchant le consensus. Quelqu'un qui prend des risques, qui est audacieux, qui croit en ce qu'il fait, qui emmène ses équipes et qui est très en vigilance sur son marché et ses clients et qui essaye toujours d'avoir une idée, une énergie tout en étant sérieux sur les fondamentaux de l'entreprise. Non, jamais. En vrai, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré de créer une entreprise. Parce que quand on crée une entreprise, on a une vision globale de l'entreprise et puis on la voit grandir petit à petit et jusqu'à ce qu'elle développe et qu'elle se devienne peut-être une grande entreprise. Du coup, c'est quelque chose qui m'a pas mal attiré. Non, pas spécialement, mais je pense que c'est une question d'opportunité. Ouais. Oui, j'ai déjà envisagé de créer mon entreprise, surtout à la fin d'un Startup Weekend, il y a 2 ans, à Nantes, où on a fini 2e. Alors voilà, en réaction justement à ce micro-trottoir, est-ce que vous pourriez nous donner une première définition de pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Vous qui le vivez de l'intérieur. Bon, je vais me lancer. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Je pense pas qu'il y ait de profil type pour ma part. Je suis pas sûr qu'on puisse définir ce qu'est un entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur sur différents sujets. Quelqu'un l'expliquait très bien dans la vidéo. C'est pas forcément quelqu'un qui crée sa boîte. On peut être entrepreneur dans sa vie personnelle, dans son entreprise, dans son poste de salarié. Mais si on me forçait à donner une définition, j'ai bien aimé la définition d'un professeur, j'ai l'impression, c'est quelqu'un d'audacieux, qui prend des risques et qui n'a surtout pas peur de l'échec, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Voilà. Et je vais compléter. En fait, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de se remettre, qui accepte de se remettre en question. Un entrepreneur est loin d'être la personne qui a la science infuse, loin de là, qui apprend tous les jours. Et du coup, c'est être capable de se remettre en question en permanence, d'écouter beaucoup ses équipes, ses actionnaires, son entourage. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui accepte d'être challengé en permanence, parce qu'un entrepreneur est challengé vraiment tous les jours, à la fois au sein de ses équipes et sur son marché, et ainsi de suite. Vous en pensez quoi, Monsieur Chéniaud? Je pense que ce qui a été dit est très vrai. Et si je devais ajouter un adjectif ou une particularité sur l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte de se positionner dans des situations qui ne sont pas forcément des situations confortables pour pouvoir changer les choses. Et ça impose beaucoup de choses, ça a beaucoup de conséquences. Ça a aussi des traits de caractère assez... je ne sais pas si c'est des traits de caractère exigeants, mais en tout cas des traits de caractère qui soient cohérents avec ça. Point trop d'égo, mais qui accepte de se mettre dans ces situations un peu confortables. On pourra en reparler par la suite, parce que ça, ne serait-ce que lorsque vous vous mettez dans une situation d'entrepreneuriat, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, si vous avez une vie qui est établie, même à minima,
Je pense juste le fait d'être en couple, par exemple. Il faut savoir qu'il y aura des frottements. Voilà. Parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat est souvent un acte de passion qui emporte parfois tout, parfois pas, mais sur lequel ça vous met de toute façon dans des situations inconfortables. Et c'est la jolie partie de l'histoire aussi, d'ailleurs. Alors, merci pour vos définitions. Donc on va passer au débat. Donc on a des questions à vous soumettre. C'est Jérémy qui va vous les poser. Et on va essayer de creuser un peu justement cette question de comment on bascule. La première question que j'ai à vous poser, c'est pour vous, quelles sont les raisons et les motivations qui vous ont poussé à vous lancer? Et j'aimerais bien commencer par vous, Thomas, parce que vous avez travaillé aux États-Unis, vous étiez salarié, vous étiez donc directeur financier. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer justement à passer du statut de salarié à entrepreneur en France? Avec Jérémy n'ose pas le dire, mais je vais le dire à sa place, avec l'idée que quand même être salarié c'est confortable. Pourquoi quitter l'inconfort que venait de nous décrire Arnaud? Ça se mûrit, hein, ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. C'est clair que oui, j'ai quitté une situation de confort pour justement, comme le disait très bien Arnaud, me mettre un petit peu du coup dans l'inconfort, mais constructif. Ça a été une conjonction de différentes choses. La première, c'est moi j'avais donc découvert le crowdfunding aux États-Unis. Alors entre-temps, je suis rentré en France, j'étais salarié mais en France, et le marché, déjà non seulement je croyais énormément dans ce marché-là. Aujourd'hui, c'est une industrie, hein, donc la preuve, mais aussi, je pense que le marché français commence à être prêt. Ça, c'est une première chose. Donc, je me suis dit, soit j'y vais maintenant, soit j'y vais pas du tout, parce qu'après, ce sera beaucoup trop tard. La deuxième chose, j'étais aux alentours de la trentaine. Pas grand-chose à perdre, je dirais, hormis du matériel éventuellement, mais un confort matériel, mais voilà. Donc, je pense que tout ça mis bout à bout. Et puis, depuis mon plus jeune âge, même si je suis encore jeune, une véritable volonté d'entreprendre. La volonté de construire son bébé, en fait, de le faire grandir, de construire un peu son projet de vie aussi, d'être un maître de son projet de vie. Donc tout ça est arrivé à un moment donné. Je me suis dit c'est le moment, il faut se lancer. Donc c'est réfléchi en même temps, hein, très inconscient, mais tout était là pour que je puisse le faire. Et vous, Benjamin, est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé à vous lancer? C'est cette volonté d'entreprendre qui était un peu innée chez vous, ou est-ce que c'est quelque chose de progressif? Je ne sais pas si c'était un intérêt à me lancer. Je pense qu'effectivement, la première chose, je reprends ce que disait mon voisin, c'est un time to market, quoi. Je suis arrivé à un stade où mon boulot m'embêtait, pour pas dire de gros mots. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de prendre mon envol, j'avais surtout envie d'aller plus vite. Quand j'étais salarié, on me dictait ce que je devais faire, on me donnait un axe que je devais suivre et j'avais pas le droit d'aller ni à droite ni à gauche. J'avais besoin de liberté et je suis quelqu'un d'impatient, donc j'avais besoin que ça aille beaucoup plus vite. Et ça faisait combien de temps que vous étiez salarié? 12 mois. Donc je suis pas resté très impatient, donc. Assez, effectivement. Et donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose, peut-être plus concret qu'être salarié dans une boîte. Et puis après, il y a l'aspect financier. Me lever tous les matins pour l'enrichissement de mon boss. J'avais beaucoup de mal avec ça. Je sais que ça peut choquer certains, mais aujourd'hui, je me lève et tout ce que je fais, c'est pour contribuer à donner de la valeur à mon entreprise et donc potentiellement un jour à la revendre. Et c'est ce qui me motive. Et j'ai pas honte de le dire. C'est un des principaux leviers. Ça serait un de mes intérêts à me lancer. D'accord. Et vous, donc, Monsieur Chéniaud, je rappelle que vous avez d'abord créé votre start-up Intuiti et ensuite vous avez travaillé Nouma, c'est bien ça? Moi, en résumé, je suis plus vieux que vous, les gars. Moi, j'ai créé il y a 10 ans, j'ai cofondé Intuiti. Ensuite, j'ai créé 3 autres sociétés qui ont été regroupées dans Intuiti, dont une qui s'est plantée.
et les 2 autres qui ont plutôt bien marché. Donc tout ça a créé l'agence. Et j'ai eu 38 ans l'année dernière. Et à mes 38 ans, j'avais fait 10 ans d'activité au sein de l'agence. Et je trouve ça, c'était un projet extraordinaire. Mais il y a une autre opportunité qui m'a été proposée, celle de transformer une association de 14 ans en entreprise, participer à ça. J'ai trouvé le projet canon, un nouveau projet entrepreneurial. Et donc je suis, j'ai pas abandonné Intuiti du tout, mais je suis resté au codir d'Intuiti, mais j'ai pris comme mission d'accompagner Nouma. Donc j'ai été plusieurs fois entrepreneur. Et la première fois à chaque fois j'ai été plusieurs fois entrepreneur. À chaque fois ça s'est passé simplement parce que je pense pas avoir beaucoup d'ego, vraiment. J'ai pas beaucoup de qualité, mais je pense avoir celle-ci en tout cas. Ce qui me place dans un mouvement où je me dis je préfère en fait tester un truc. Et si ça marche pas, ça n'ennuiera que moi. Et si ça marche bien, ça peut faire plaisir à plein de gens, dont moi. Donc je me dis, why not ? Autant y aller. Et c'est un peu ce qui m'a guidé tout le temps, mais dans des choix un peu fous aussi de vie. Et là, le tout début, il y a donc 10 ans, pour Intuiti, ça a été... alors je reviens un peu sur ce que tu disais également, parce que moi ça a été un choix, c'est pas un non-choix, j'avais jamais envisagé ça. Voilà, pour être super clair, je ne sais pas s'il y a des étudiants ici qui n'ont jamais envisagé ou qui se disent mon entrepreneur finalement ils n'arrivent pas à mettre des qualités, des cases à cocher. Est-ce que j'ai bien toutes les cases à cocher ? Très sincèrement, j'en avais aucune. J'étais très littéraire, j'étais plutôt rêveur, j'étais tenace, mais enfin bon, j'avais pas beaucoup de cases à cocher. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une société. Et j'ai détesté la période dans laquelle j'ai travaillé pour cette société parce que ce que je proposais ou la raison pour laquelle je me levais le matin était en contradiction totale avec mes valeurs. Donc c'était une vraie souffrance, une vraie douleur. Et donc soit je quittais cette société pour aller dans une autre, soit je quittais cette société pour faire autre chose, qui n'était pas de créer une société. Et l'autre chose, c'est que je suis parti à l'étranger. C'était mon projet entrepreneurial à moi. Et quand je suis revenu, une des personnes qui était de cette société m'a dit, écoute, moi, je vais créer ma boîte. Ça va être une toute petite boîte. En fait, je vais être que 2 maximum. Par contre, j'ai besoin de toi pour m'aider. Je vais être freelance. J'ai besoin de toi pour m'aider à structurer ça à minima. Et j'ai accepté de faire ça, un peu contre le projet de l'autre boîte dans laquelle j'étais avant, en me disant j'ai pas aimé ce qu'ils faisaient, donc je vais essayer de faire différent. Et voilà, j'ai mis le doigt dans le truc, et aujourd'hui je crois que l'agence, ça doit être, il y a une trentaine de personnes, et c'est pas du tout le projet qui avait été prévu au début. Donc je pense qu'on a tous nos raisons. Moi je l'écris un peu contre quelque chose. Mais je pense que les cases à cocher, il n'y a pas de cases à cocher. Vous avez envie, vous allez dans les tripes, c'est un time to market, c'est un moment où ça arrive. Et puis en plus, je souhaite sincèrement que vous vous plantiez, au moins une fois. Parce que vous allez voir qu'après, c'est ce moment-là où on se dit, une fois qu'on se voit bien dans le miroir et qu'on voit bien qui on est, ça c'est très important comme étape de vie. De se dire, en fait, je pensais être ça, je pensais être blond, plus grand. Et en fait, non, je suis petit, chauve, et par contre, je suis sympa, et tout. Et en fait, le moment où on se voit dans le miroir tel qu'on est réellement, c'est une étape de vie qui est absolument incroyable au niveau professionnel. Parce qu'on commence à savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, on commence à voir là où on est bon et là où on n'est pas bon. Et là, on a une espèce de cohérence avec soi-même, et dans ces moments-là, on est capable de créer ou de participer à un projet qui soit plus personnel, je pense. Mais dans ce que vous dites, Arnaud, un des effets déclencheurs, c'est finalement la proposition. C'est qu'il y avait un associé. Alors c'est difficile à dire rétrospectivement, mais est-ce que tout seul vous seriez lancé ? Non. C'est pour ça que je dis, c'est pas. Mais pas si j'étais, je revenais d'Australie. Je revenais d'Australie. Séverine, qui était donc mon associé, m'a demandé est-ce que je l'aide. Au début, je lui ai dit peut-être. Je l'ai un petit peu aidé, mais je passais des entretiens. J'ai même passé un entretien à la CRCI, la Chambre régionale de commerce de Pau. Et j'étais 2e, et j'ai pas été pris. Et c'est la plus belle chose qui soit jamais arrivée de ma vie. J'étais hyper motivé, j'étais en dépression totale. Et Séverine m'a demandé à ce que... Et au début, ça me plaisait bien de l'aider, mais le goût
de l'entrepreneuriat et de porter quelque chose est arrivé au fur et à mesure. Tout seul, je ne l'aurais pas fait. C'est pour ça que je dis, j'avais aucune case à cocher. Tout seul, je ne l'aurais pas fait. Et l'éclat total du projet, le moment où ce projet Intuiti est devenu quelque chose de vibrant et de phénoménal, il était déjà avec Séverine. Mais quand Vincent Roux, qui est mon troisième associé, est arrivé et en débarquant un peu, enfin voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire ce soir, mais c'était une rencontre impromptue grâce à Gilles Certout d'ailleurs qui est ici. Quand il y a eu cette rencontre avec Vincent Roux et qu'on a vu qu'il y avait un alignement des planètes entre les trois associés, à ce moment-là précis, le projet a pris toute son ampleur. Mais tout seul, non, je n'aurais certainement pas créé des choses. Ça m'intéressait pas en fait d'être un entrepreneur tout seul. Et donc, pour vos deux camarades, Thomas et Benjamin, ça a été le même cheminement, ou est-ce que vous avez créé tout seul l'entreprise et puis ensuite vous vous êtes dit, très rapidement, j'ai besoin d'un associé parce que j'ai besoin d'une complémentarité de compétences, j'ai pas toutes les qualités, comme disait Arnaud. Ça s'est passé comme ça aussi ? Alors oui, non, pour ma part, oui, j'ai créé tout seul au départ. Ensuite, je me suis très vite entouré. J'ai besoin d'être challengé, donc je me suis entouré d'un board d'actionnaires. Déjà, ça m'a challengé. Et c'est très difficile en fait d'être seul à la barre du navire parce qu'il y a une multitude, surtout quand on est une start-up, une multitude de choses à gérer. Donc, même si j'avais déjà l'idée au départ qu'il fallait que je trouve mon deuxième, mon pilier, mais ça se trouve pas comme ça. Enfin, c'est une aventure humaine, hein, donc c'est un mariage, hein, donc ça se crée avec le temps. Du coup, je l'ai trouvé un petit peu après, mais c'était un vrai besoin. Enfin, et ça a été une véritable bouffée d'air le jour. Il est dans la salle, hein, le jour où il est arrivé, parce que ça nous a permis de structurer l'entreprise de manière un petit peu différente. Et moi, je suis quelqu'un de très macro. Charles a la qualité d'être plus micro, donc c'est le bon équilibre. Complémentarité. Complètement. Benjamin ? Nous, Ornicar, on s'est lancé à deux dès le début. On était assez complémentaires, un profil commercial et un profil technique. De toute façon, lui a besoin de quelqu'un pour vendre son idée. Moi, j'avais besoin de quelqu'un pour conceptualiser l'idée. Donc, on s'est très vite trouvés. Et après, c'est hyper. Je pense que ça va pas à toutes les personnalités d'être deux. Nous, dans notre cas, c'était hyper pratique, surtout avec tous les procès qu'on s'est pris, toutes les embuscades qu'on nous a menées, qu'ont mené ces chers syndicats d'auto-école. On était bien d'être à deux parce qu'il y a toujours un qui garde le moral et qui tire l'autre vers le haut. Tout seul, ça aurait été plus compliqué. J'aurais peut-être encore moins de cheveux ou en tout cas, ils seraient tous blancs. Donc là, on s'est partagé le poids. Donc nous, c'était très utile aussi. Très bien. Donc avant de passer à la deuxième question, on va écouter quand même Alexandre Dana, qui n'a pas pu être présent physiquement, en tout cas ce soir, mais il voulait quand même vous laisser un petit message, donc on l'écoute. Donc je m'appelle Alexandre, je suis l'invité qui n'est pas là. Je suis désolé, donc je suis un des fondateurs du site Live Mentor, qui est un site de cours par webcam, et que j'ai créé quand j'étais étudiant. Et Jérém, tu m'as demandé de répondre à la question: quels sont les avantages à entreprendre quand on est étudiant, et mes conseils perso. Donc moi, quand j'ai lancé Live Mentor, il me restait 3 ans d'études. Donc je peux donner plusieurs conseils. La première chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Ouais, c'est pas facile quand on est étudiant, mais imaginez que vous avez 2 enfants, un job très bien payé ou très mal payé, d'ailleurs, ça revient au même. Donc une famille dont vous avez la charge, ça sera beaucoup plus difficile. Vous n'aurez pas la même capacité à survivre avec pas d'argent. Donc nous, moi et mes 2 associés, on était tous étudiants. Donc on avait l'habitude de ne pas avoir d'argent, donc ça ne nous a pas changé grand-chose de lancer notre boîte. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de bon moment. La deuxième chose, c'est que il faut, je pense, enjoliver la réalité. C'est assez mal vu d'être entrepreneur étudiant. Donc nous, concrètement, à chaque fois qu'on a levé des fonds, on n'a pas vraiment précisé le nombre d'années d'études qu'il nous restait à faire. On n'a pas menti sur le fait qu'on était étudiant, mais on n'a pas non plus précisé à chaque fois combien d'années il nous restait à tirer. Et il faut montrer surtout cette capacité
à être extrêmement mature et professionnel dans sa création d'entreprise pour montrer que c'est bien une création d'entreprise et pas un simple projet étudiant. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour nous. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme dernier conseil? Tout simplement de garder, je pense, cet esprit très étudiant en fait quand on crée une boîte. En fait, nous concrètement, on savait rien faire quand on a créé Live Mentor, on savait pas coder, on savait pas designer, on savait pas faire de marketing, on savait absolument rien faire. Et je pense que c'est pareil pour tous les gens qui créent une entreprise. Il faut se mettre en apprentissage actif très rapidement, très haute dose. C'est pas l'argent qui fait la différence, c'est vraiment votre capacité à faire des choses et à exécuter très rapidement. Et donc pour ça, il faut être capable d'apprendre très vite. Et là-dessus, l'esprit étudiant, il est parfaitement adapté. Donc voilà, je m'excuse encore pour mon absence pour cette vidéo enregistrée à 1h du matin chez moi, après un dimanche au bureau. Mais oui, non, moi, de mon expérience, on n'a rien à perdre, il faut absolument foncer. Moi, j'ai créé Live Mentor au début tout seul, ensuite avec donc deux associés également étudiants, maintenant une équipe de 12 personnes. On a 4000 mentors avec nous sur le site qui donnent des cours. On a levé au total 1 400 000 euros et on est soutenu par des gens qui ont eu beaucoup plus d'expérience et qui nous aident énormément. Donc allez-y, n'hésitez pas à me contacter et si vous avez des questions, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc il y a une question quand même Il y a une question qu'on a envie de se poser quand même quand on voit ça, c'est qu'on voit que l'entrepreneur et l'entrepreneur étudiant, ils travaillent énormément. Est-ce que finalement ça vaut le coup? Parce qu'on le voit dans les chiffres, un entrepreneur travaille en moyenne 12 heures de plus qu'un salarié. Alors est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre par jour. Ouais. C'est plus du travail. Oui, je sais pas combien d'heures je travaille par semaine, puis je m'en moque. Quand on se lève le matin, on a la pêche, on a envie d'y aller. Je crois, depuis que je suis entrepreneur, je crois pas qu'il y a un matin où j'y suis allé à reculons parce que voilà. Non, c'est vraiment une passion. Et du coup, c'est pas du travail. Donc oui, j'ai envie de dire oui, il faut y aller. C'est très enrichissant. On apprend, je pense, 10 fois plus vite. Alors déjà, on apprend 10 fois plus vite quand on est salarié, quand on est à l'école. Mais alors après, là, quand on est entrepreneur, on apprend vraiment encore 10 fois plus vite, je pense. Donc tous les jours, on apprend. Tous les jours, on rencontre des gens, alors pour ma part en tout cas, passionnés et passionnants. J'ai la chance d'être sur cette jonction entre entrepreneurs et investisseurs, donc des personnes qui ont des profils assez variés, mais aussi très enrichissants. Donc on apprend énormément. Et c'est un plaisir. On va passer peut-être à une deuxième question. Donc justement, ce qu'on peut se demander aussi, c'est voilà, à quel moment en fait vous avez senti que votre idée, l'idée de départ, pourrait devenir réellement une activité professionnelle? Quel est le passage, le basculement où vous vous êtes dit, ben voilà, là c'est sûr, je tiens mon idée et c'est quelque chose dont je vais pouvoir vivre? Ça, moi, c'est la question qui m'a le plus embêté quand j'ai commencé. J'ai commencé, j'ai quitté donc mon boulot de salarié où on me disait quoi faire. Et je suis arrivé derrière dans nos bureaux. On avait pris des bureaux dès le début. Et on avait un bel ordinateur. On était très bien. Puis en fait, qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Très bien. J'ai dit à tout le monde que je montais une boîte. Trop bien. J'ai plus mon boulot. Donc vraiment, je suis libre. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Et en fait, concrètement, on rédige des statuts pour commencer. C'est la première étape qu'on dépose. On crée la société. On met par écrit le business model. On essaye d'en tirer des chiffres, etc. On prépare sa présentation. Et puis ensuite, on va aller voir les acteurs avec qui on va travailler. On va rencontrer, échanger, prendre des rendez-vous, autant de rendez-vous et rencontrer autant de personnes que possible. Nous, c'était par exemple des enseignants de la conduite, des auto-écoles, l'administration, mais aussi d'autres personnes qui avaient monté des boîtes. Et en fait, on prend de l'info, puis
petit à petit, les missions du lendemain se dessinent. Et en fait, on se retrouve à, ça y est, la boîte est créée, ça y est, j'ai mon pitch deck, ça y est, j'ai rencontré des acteurs, je sais exactement comment ça se passe sur mon marché, je sais mon coût d'acquisition moyen pour avoir des élèves. Enfin, j'apprends plein de choses. Et donc, petit à petit, je commence à mettre des gens et à se faire rencontrer des personnes par mon intermédiaire. Et ensuite, une fois qu'on a le proof of concept, alors vraiment le produit minimum viable, on se dit ok, je vais aller maintenant chercher des financements. Et c'est là où on a entamé une levée de fonds. Mais en fait, c'est assez humain. On commence par la première étape qui est créer la société officiellement. Et ensuite, on n'arrête jamais de travailler à sa progression, à lui donner de la valeur. Et en fait, les étapes sont assez clés et assez surtout banales. En faisant toutes les entreprises, on a tous les mêmes étapes de développement. On n'a pas les mêmes acteurs, on ne travaille pas avec les mêmes personnes. Mais une entreprise, il faut pas mal se rencarder, être curieux et puis surtout échanger, quoi. Aller voir un maximum de personnes qui ont créé des boîtes. Je pense que ce qui est très important, au-delà de l'idée, c'est la capacité d'exécution d'une idée. Donc dans les deux, je parlais d'Intuiti et de Numa, c'était deux moments d'entrepreneuriat quand j'ai vécu. Il y a eu le moment de l'idée, qui était pour Intuiti de créer à l'origine une agence de référencement un peu originale, mais on ne savait pas trop comment, mais un peu originale. Et puis pour Numa, de passer d'une asso à une entreprise, ça c'était l'idée, à la bonne idée. Et à la bonne idée, pour Intuiti, c'était, sans vous faire tout le pitch, mais en gros, c'était de dire, en fait, ce métier de référencement naturel, parce que Google est arrivé sur le marché, il va complètement se transformer, ça va être un métier de com. Donc il faut tout faire en métier de com, tout faire sur la partie communication. Et ça, c'est ce qui a créé le pivot de cette structure. Et pour Numa, la bonne idée, ça a été de se dire, ok, on va transformer l'asso en entreprise, mais la bonne idée, ça a été de se dire que le modèle qui avait été créé à Paris sur les 14 dernières années, on pouvait le dupliquer à l'international et c'était ça qu'il fallait raconter. Donc je pense que dans les deux cas, l'erreur, vous en parliez tout à l'heure en introduction, l'erreur c'est de vous dire j'ai une idée mais je vais rien faire jusqu'à ce que je sois sûr que ça soit la très bonne idée. Parce qu'au moment où vous avez cette idée, il y en a déjà 10 000 dans le monde qui ont exactement la même, parce qu'ils ont vécu à peu près la même situation que vous. Et ce sera la capacité d'exécution de cette idée qui fera la différence. Ça veut dire que si vous avez une idée qui n'est pas complètement idiote, qui correspond a priori à un besoin ou à un marché, et ça vous pouvez le tester rapidement, moi je vous invite à enclencher, effectivement, créer une structure ou une asso, ou enclencher un dispositif. Pendant cet enclenchement, explorez les pistes un maximum, testez, discutez, prenez-en vous plein la figure. Surtout ne restez pas sur vos acquis. Et à partir de là, vous verrez qu'à un moment arrivera la bonne idée ou la capacité d'exécuter un pivot, la capacité d'exécuter le semblant d'idée que vous aviez au début et qui devient quelque chose de vraiment exécutable et rapidement. Ou alors vous vous planterez. Et c'est pas grave, vous passez à autre chose. Je pense que c'est ça. Où commencer, c'est surtout ne pas s'arrêter en disant est-ce que c'est la super bonne idée qui va changer le monde ou pas. Je crois que c'est un peu l'erreur. Ce qu'on pressent à vous entendre tous les trois aussi, c'est que finalement, on ne peut pas tout maîtriser. Ce que vous nous dites, c'est j'avais une sorte de besoin impérieux, j'avais une forme d'expertise sur un sujet que je connaissais, que ce soit à travers une expérience d'entreprise qui était un petit peu malheureuse ou un rejet d'une position, ou là aussi, dans le cas de Thomas, aussi une expertise sur le financement participatif. Mais globalement, vous avez eu cette idée et vous êtes lancé. Et puis après, une fois qu'on est dans l'eau, il faut nager un peu. C'est ça, non ? Non, c'est complètement ça. C'est-à-dire que l'idée de départ, le prévisionnel de départ, etc., ça c'est bien, mais ça on en est loin. Non, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut y aller, et c'est un peu ce que je disais au départ. La capacité de se remettre en cause, en fait, et accepter d'être remis en cause, permet justement de prendre ces virages. Qu'une start-up, c'est une multitude de virages. C'est pas une ligne droite. Hein. Et il faut essayer. Il faut y aller étape par étape. On se prend une porte, c'est pas grave. On va aller un peu plus. On va prendre un angle à 90 degrés. On va partir dans ce sens-là, etc. C'est ça. Donc surtout y aller. C'est exactement ce que disait Arnaud. Tester avec un minimum au départ. Juste voir s'il y a un début de marché.
ensuite y aller, preuve du concept, elle est validée, pouf, on passe à l'étape suivante. Après, c'est assez binaire hein, sur les étapes de création et de développement d'une entreprise. Alors ça va plus ou moins vite, il y a des success stories qui sont plus ou moins importantes, mais il faut y aller, il faut toujours avancer en fait. C'est un élément important. Moi, je compléterai juste, effectivement, mais ça reprend exactement ce que vous avez dit tous. Moi, on m'a donné 2 conseils quand j'ai créé ma boîte. Le premier, c'était le meilleur conseil pour planter ta boîte, c'est surtout d'en parler à personne. Persuader que quelqu'un va vous prendre l'idée. Alors ça, c'est une belle connerie. Personne va vous prendre l'idée et au pire, effectivement, comme c'est pas l'idée qui compte, pas principalement, comme l'idée compte pour 5% et l'exécution pour 95%, au pire, si quelqu'un vous prend l'idée, vous serez meilleur que lui dans l'exécution. Mais tout ce que vous allez gagner en échangeant sur votre projet avant même l'étape de création, ça vous permettra de réorienter et de pivoter avant même d'avoir créé la boîte. Donc, vous avez une idée, parlez-en. L'histoire de Mark Zuckerberg qui a piqué l'idée aux 2 autres de Facebook, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais en tout cas, ça sera l'exception. Et je pense qu'il faudrait creuser un peu plus dans les détails pour savoir ce qui s'est vraiment passé, mais surtout, communiquer, parlez-en à tout le monde, quoi. C'est eux qui pourront vous aider à recalibrer votre offre ou votre service si jamais vous allez droit dans le mur. Juste pour revenir à vous, Monsieur Deron, qu'est-ce qui vous a fait croire que votre plateforme de crowdfunding allait fonctionner? Parce qu'on se rend compte que quand même, il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding. Quelle est l'intuition qui vous est venue et vous vous êtes dit oui, je peux le faire, je peux créer une plateforme de crowdfunding qui va peut-être pas en concurrencer d'autres, mais être complémentaire. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez y arriver? Mais déjà, quand j'ai créé... Alors sur le... Bon, je ne vais pas rappeler ce qu'est le crowdfunding, mais globalement, il y a 3 métiers dans le crowdfunding. Donc il y a beaucoup de plateformes, mais pas tant que ça sur la partie fonds propres. Nous, notre cœur de métier, c'est de lever des fonds. Et là, pour le coup, il y a les acteurs se comptent sur les doigts d'une main et le marché est important. Mais au départ, j'avais une vision du crowdfunding qui était différente de celle que j'ai aujourd'hui. Je pensais tout de suite partir. Donc déjà national, My New Startup, je l'ai appelé cette plateforme s'est appelée My New Startup, donc un terme anglo-saxon, parce que l'international c'était le lendemain. Après, quand on crée sa boîte, on se rend compte que ça va pas si vite que ça. Aujourd'hui, on se rend compte même dans notre positionnement, c'est-à-dire que on est un acteur, oui, national, mais on a une très forte présence et on joue là-dessus. Et c'est une véritable valeur d'être plutôt. On croit beaucoup à l'ancrage territorial, donc on se concentre sur des zones géographiques sur lesquelles on est présent et qui nous concernent. Donc, je dirais on peut pas se dire qu'on va, même si. Pardonnez-moi, je repars un peu en arrière, mais la concurrence est saine. Donc, au contraire, plus il y a de personnes. Pas qu'il y en ait trop non plus, mais plus il y a de personnes, plus on se dit il y a un marché, il y a quelque chose. Quand on est tout seul au milieu de l'océan, et d'ailleurs dans mes confrères, la première plateforme qui s'est lancée en France dans la partie fonds propres, qui est WeSeed, ils ont galéré pendant des années, et maintenant ils sont bien en place, etc. Parce qu'ils étaient tout seuls. Et arriver sur un marché où il y a déjà 2-3 concurrents, à partir du moment où la concurrence, ce sont des bons concurrents, pas de problème, au contraire, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le besoin n'est pas nécessairement révélé. Non. Si l'idée est très originale, c'est peut-être une très bonne idée, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Et donc le premier arrivant risque d'essuyer les plâtres, c'est-à-dire de faire tout le travail d'évangélisation. C'est ce que tu disais, le time to market est très important, il faut arriver au bon moment. Nous, par exemple, on est les premiers à avoir lancé ça, le principe d'auto-école en ligne. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, je pense qu'on s'est fait doubler par 2-3 concurrents. Parce qu'on a évangélisé, on s'est pris tous les procès, et tout le monde est passé dans notre ombre, et on pris un peu d'avance. Alors je m'inquiète pas, on va les rattraper, mais c'est vrai que il y a ce travail d'évangélisation. On a créé un nouveau principe, un nouveau concept. Et alors là, il y en a eu qui ont eu des idées bizarrement très orientées, qui se sont dit on va faire la même chose, sauf qu'on va être un peu plus discret. Mais voilà, j'espère simplement qu'on va rattraper notre retard. Mais effectivement, il y a ce travail d'évangélisation qui peut être très important, d'où l'importance du time to market. C'est très bien d'avoir une super idée, mais si vous l'avez trop tôt, par exemple, les réseaux sociaux, avant il y avait Friendset, il y avait Réseau Campus. Ils sont tous disparus. Maintenant, c'est Facebook, on n'en parle plus. Et Facebook, il n'a pas inventé le réseau social. Donc voilà, c'est très bien.
Quand on a une idée comme la vôtre, là, c'est-à-dire le permis de conduire en ligne, où on sait très bien qu'aujourd'hui c'est très compliqué de passer son permis de conduire, que ça coûte beaucoup d'argent, etc. Bon, enfin relativement il y a quelques années, est-ce qu'on n'a pas peur quand même de questions comme la réaction des acteurs du marché, qui eux se disent si les prix sont aussi élevés, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement, donc ils profitent d'une certaine manière de cette situation, et deux, de l'environnement juridique et réglementaire, de se dire non mais c'est absolument pas possible, ce type de proposition, ça contrevient aux règles du marché ou que sais-je encore. Est-ce que vous avez questionné ce sujet-là? Oui, nous on les a tous rencontrés avant même de se lancer. Ils nous ont dit si vous faites les choses dans les règles, on vous embêtera pas. Bon, en l'occurrence, on a fait les choses dans les règles. 3 mois après, on s'est pris 5 procès d'un coup. Donc en fait, ils nous ont quand même bien embêtés. Mais après, il faut trouver le côté positif de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, si on fait une petite rétrospective, on s'est créé en janvier 2014. On a eu notre procès en avril 2014. On l'a gagné en juillet 2014. On a fait ça vous a fait une super pub. 250 parutions presse l'été 2014. On a même fait la une du New York Times le 29 août 2014 sur une start-up parisienne qui avait 6 mois et qui n'avait pas un client, pas un euro de chiffre d'affaires. Bref, avec cette médiatisation, on s'est fait repérer par les investisseurs. On a fait une levée de fonds d'1 million d'euros, toujours pas un euro de chiffre d'affaires, pas un utilisateur, en novembre 2014. Et aujourd'hui, si on est encore là, c'est grâce au procès des débuts. Donc en fait, déjà, c'est des barrières à l'entrée pour d'autres concurrents, toute cette réticence. Et en plus, il faut voir le positif, c'est que ça a été notre meilleure agence de com et on n'aurait jamais eu les moyens de se payer ça. Aujourd'hui, on a dépassé les 500 parutions presse en 2 ans. On a fait tous les JT des chaînes françaises, le Capital d'M6. On a tout fait alors qu'on est une boîte, il y a 10 personnes. Maintenant, on a un peu d'utilisateurs, un petit peu de chiffre d'affaires. Mais tout ça, c'est arrivé en gros malgré nous. Et il ne faut pas avoir peur de se confronter à une grosse réglementation, à ces syndicats qui en fait agissent assez bêtement et vous mettent sur le devant de la scène et vous mettent en stature de victime. Et il est bon en France d'être une victime, on vous défend et tout le monde ne parle que de vous. Donc c'est vrai que pour nous, c'était très agréable. Avec un avocat commis d'office avec des avocats. Encore une fois, les avocats, c'est des entrepreneurs, donc on leur a proposé des solutions. On ne vous paye pas jusqu'au moment où on aura des financements, et là on vous paiera 20% de plus. Ils sont prêts à jouer le jeu parce que c'était médiatisé, parce que voilà. Donc tout le monde, il y a tous les acteurs, il n'y a pas personne n'est. Enfin, on peut négocier avec tout le monde. En gros. Donc, Benjamin, peut-être que vous pourriez expliquer un petit peu plus le concept parce que c'est quand même un petit peu subtil. Enfin, en 3 phrases. Hein. Oui, alors le concept, en gros, Simon, parce qu'on a un cabinet de lobby, s'il m'entendait dire ça, je pense qu'il m'étriperait, mais en gros, on est le Uber des auto-écoles. Aujourd'hui, notre principe, il est très simple. Le permis de conduire, aujourd'hui, c'est fait par des auto-écoles locales avec un vrai local physique et qui sont implantés dans une rue. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un réseau national d'enseignants de la conduite, tous diplômés, qui sont indépendants à leur compte, donc on économise les charges salariales et évidemment on n'a pas un local dans chaque ville, on a nos bureaux parisiens et nantais, mais avec ça on peut ouvrir toute la France en économisant vraiment les coûts et nous ça nous coûte rien d'ouvrir de nouvelles villes. Donc le modèle est très simple, c'est un réseau d'indépendants diplômés à leur compte avec leur voiture, une plateforme qui met en relation des candidats au permis de conduire avec ces personnes diplômées pour enseigner la conduite. Et voilà, et nous, on prend une commission sur chaque heure de conduite faite. Et en termes de coût, c'est plus avantageux que de s'inscrire auprès d'une agence auto-école. Voilà, nous, notre leitmotiv, c'est diviser par 2 le prix de la formation permis de conduire. Un permis de conduire en France, c'est 1 500 € pour un pack 20 heures en moyenne, et nous, on le sort à 650 €. Donc on a même été au-delà de nos espérances. Et évidemment, ce qui fait enrager les auto-écoles et qui crie à la concurrence déloyale. Et ce à quoi on leur répond que c'est de la concurrence et que la concurrence, c'est sain. Parce qu'aujourd'hui, on propose une formation plus qualitative, moitié moins chère, donc juste avec un site internet. On n'a pas non plus réinventé la roue, quoi. Ça veut dire que les formateurs ont des exigences qui sont moindres en termes de rémunération? Non, ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés, mais ils sont indépendants, donc ils ont moins de charges. Aujourd'hui, on leur propose de leur payer 25% de plus sur leur rémunération. Il faut savoir qu'une auto-école, c'était un modèle local avec un marché local et donc qui avait très peu de capacité d'accueil de clients. Nous, aujourd'hui, forcément, on prend une plus petite commission, mais sur un marché pour l'instant national. Donc forcément, nous, on peut mieux payer avec les économies d'échelle qu'on réalise. Vous, Monsieur Chéniaud, vous envoyez beaucoup des startups comme ça qui disruptives. On appelle ça la disruption. La disruption, c'est l'idée d'ubérisation en fait. Donc
des startups qui veulent un peu casser un modèle, diviser par deux, par exemple, le prix du permis de conduire. Est-ce qu'au Numa, c'est courant de voir des startups se lancer dans ce genre d'entreprise? C'est quand même très ambitieux. Alors la disruption, c'est pas forcément l'ubérisation. L'ubérisation, c'est ce que fait Ornicar, c'est un format d'ubérisation. Après, vous pouvez disrupter des marchés sans forcément rentrer dans ces schémas-là. Alors, est-ce que au Numa, on voit des structures? Donc, pour rappel, Numa, c'est un accélérateur, c'est le premier accélérateur de start-up en France jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a eu 104 d'accélérés et existe depuis, ça s'appelait le camping avant. Donc, est-ce qu'on voit des startups qui viennent disrupter des marchés? Je dirais que toutes les startups que l'on voit et que l'on sélectionne sont dans des logiques de disruption d'une offre ou dans de disruption du marché. Que ce soit dans des secteurs qui peuvent être le food, qui peuvent être la banque, qui peuvent être la mode, enfin toutes les startups qui viennent dire voilà, c'est assez simple, hein, c'est de dire voilà, les tendances actuelles c'est celle-ci, les schémas de rémunération actuels c'est cela, et en fait ce qu'on propose va casser tel ou tel schéma pour pouvoir faire des croissances plus importantes. La partie ubérisation, c'est différent. Sur la partie ubérisation, on a assez peu, moi dans celle que je vois sur la dernière saison, assez peu de startups qui sont sur ce modèle-là. Même si, je reprendrai ce qu'avait dit Antonin Léonard à une intervention que j'avais trouvée très pertinente, tous les secteurs, tous les marchés peuvent être ubérisés. Absolument tous. Et tous ne le sont pas encore. Mais au sein de Numa, dans les startups que j'ai vues récemment, il n'y a pas de logique d'ubérisation réelle. Plus de disruption. Ok, d'accord. On va passer à une autre question. C'était un peu, vous avez un peu avancé dessus, monsieur Guignot. En fait, c'était justement ça, l'idée de partage. Est-ce que vraiment on partage son idée parce que on peut avoir peur quand même de se faire voler son idée, et puis comment finalement construire son équipe? Est-ce que justement en partageant, ça va nous permettre de créer une équipe, ou est-ce que c'est une idée des fois qui vient à deux personnes, et aussi l'idée de comment est-ce qu'on peut réellement... Est-ce qu'une idée, ça se protège? C'est une question qu'on peut se poser. Une idée, ça se protège, c'est compliqué. Enfin, dès que je pense que dans le cas d'Ornicar, rien n'est. Alors peut-être le juridique éventuellement, on peut, mais non, même pas. Bon, non. C'est compliqué. Les seuls, c'est vraiment tout ce qui est innovation, techno, où là on peut protéger. Dès qu'on est sur de l'innovation d'usage, on peut rien protéger. Donc là, c'est un petit peu compliqué. La question, c'était j'ai une idée, est-ce que je dois la partager? Oui, on rejoint. Est-ce qu'on peut trouver, ça peut permettre en effet de trouver des associés. Le fait d'en parler, on parle aussi des besoins en termes de compétences. Et du coup, ça peut permettre de trouver des associés. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc il faut sortir du bois, il faut faire parler de soi. C'est quand même je dirais, c'est le b.a.-ba quand on crée une start-up. Parce que plus on parle de soi, alors soit par des procès, soit par divers canaux, tout ça c'est de la communication gratuite, et la communication, Dieu sait que ça coûte cher, les relations presse ça coûte très cher, donc quand on peut en avoir juste en parlant de son idée comme ça, en parlant ce soir et c'est repris, etc., il faut le faire. Oui, moi je rajouterais juste une seule chose, au contraire, moi par exemple pour Ornicar, pour rien au monde, j'aurais envie de protéger mon idée. Le fait de savoir qu'elle n'est pas protégée, ça m'incite à toujours être plus malin, plus innovant et à ne pas me reposer sur les lauriers. Par exemple, on voit l'histoire de Kodak qui, avec le numérique, n'a pas pris le virage, est mort. Et alors que les autres ont tendance ont anticipé ce virage. Et donc nous, ça serait... je pense que ça serait très frustrant pour nous de savoir que c'est bon, on a protégé l'idée, on l'a pour 10 ans, donc on va y aller doucement, on sait que personne n'arrivera. C'est pire que tout, ça nous ralentirait quelque chose d'incroyable. Donc le fait de savoir que tout le monde peut le prendre, et d'ailleurs pas mal l'ont prise, nous ça nous motive et ça nous drive, et au contraire ça force l'entrepreneur et la start-up à sans cesse innover et à jamais se reposer sur ses acquis. Je pense que c'est un vrai changement de mentalité même actuellement. Je crois que toute une partie de l'économie du siècle dernier s'est faite sur une logique de pas
du 3, ne pas partager du tout son idée, et que toute l'économie aujourd'hui, c'est une économie qui est en grande partie une économie de partage, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se développer de manière très forte, mais cette idée, cette démarche de partager son idée, de faire connaître, elle est dans un vrai changement, même de dynamique beaucoup plus macro que ce qu'on voit aujourd'hui. La meilleur exemple, c'est Elon Musk. Ça s'est jamais fait, c'est absolument incroyable ce qu'a fait ce monsieur, où il a ouvert les brevets de Tesla, en disant de toute façon, si vous arrivez à faire, vous pouvez suivre, essayer de nous suivre sur ce qu'on est en train de faire, et voici les brevets, mais si vous y arrivez, c'est-à-dire qu'on a été mauvais. Donc ça, c'est un... Je dirais que cette question, il y a ne serait-ce que 10 ans, la réponse était non. Aujourd'hui, la réponse est oui. Mais il ne faut pas le faire en étant naïf non plus. Mais la réponse est oui pour être meilleur. Aussi parce que je ne veux pas rentrer dans des débats, quoi que c'est un peu le moment quand même, mais aussi parce que les enjeux du monde, les enjeux qu'on a à voir aujourd'hui, que ce soit des enjeux environnementaux ou des enjeux de société ou des enjeux de transformation globale, imposent les enjeux sont tellement gigantesques que ça impose le collaboratif, le collectif. Donc si vous avez une idée, ce serait presque criminel de la garder de côté. Au contraire, donnons-la, partageons-la et essayons d'être meilleurs dans l'exécution que les autres. Mais ça reste quand même culturellement assez fort. C'est-à-dire le premier réflexe, c'est ça. Nous, en tant qu'enseignants, chercheurs en management, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Au contraire, confrontez votre idée. Mais c'est culturellement, le premier réflexe, c'est un réflexe de propriété, de se dire j'ai une très bonne idée, elle est originale, je ne veux pas me la faire copier. Après, c'est un vrai débat. Vous demandez à Dyson, je pense qu'il dira totalement non. Et lui, il est sur une logique d'archi-brevet partout. C'est un vrai débat. Moi, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'enclencher, et aussi parce que les enjeux sont des enjeux qui sont plus des enjeux égoïstes, mais des enjeux collectifs. Moi, je pense que c'est presque dangereux de vouloir conserver son idée, et c'est confortable en fait. Déjà, personne va me dire qu'elle est nulle, et en plus, personne ne va me la piquer. Donc, j'ai tout mon temps pour me dire que le time to market, et vraiment toutes les planètes sont alignées pour que je me lance. Et en fait, il n'y a pas vraiment de time to market idéal. Il y en a des plus ou moins propices, mais conserver son idée pour soi, pour moi, c'est de la non-prise de risque, et c'est quelque chose de 50 ans ultra confortable. Vraiment ultra confortable parce qu'on ne se fait pas challenger, et en plus, personne ne se donne à piquer parce qu'on ne l'a pas dit. Oui, puis ça ne crée pas d'urgence. C'est-à-dire, si vous avez votre idée, vous vous dites, ça y est, elle est sous cloche, je peux faire autre chose pendant qu'elle est sous cloche. Exactement, sachant que 10 000 personnes dans le monde ont la même idée que vous. Donc, personne n'a réinventé la roue. Donc, voilà. On va passer à une autre question. Donc, peut-être au niveau du financement, c'est intéressant quand même de se demander quel est finalement le bon financement pour une start-up, puisqu'on l'a vu, donc il y a plusieurs étapes, on partage son idée. D'abord on se dit j'ai envie de créer quelque chose, ensuite on partage son idée, et ensuite on arrive quand même à la question du financement. Comment se financer? Est-ce que je vais voir une banque? Est-ce que j'utilise le crowdfunding? Donc vous Thomas, qui êtes quand même un spécialiste du financement, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir recours plutôt à du crowdfunding qu'à un système bancaire traditionnel? Je crois qu'on peut tourner la question autrement, non Thomas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, il faut chaque financeur a sa cible de financement. Pour le débat de la banque, qui est un débat qui revient forcément systématiquement sur la table, parce que c'est le réflexe numéro 1, parce qu'en tant que particulier, notre seul financeur, hormis nos parents, ça a été la banque à un moment donné pour faire un prêt d'études, etc. Donc la banque, il faut savoir qu'une banque ne finance que ce qui est matériel, palpable, saisissable si jamais vous vous plantez. Donc ça, c'est une première chose. Une banque ne finance pas ce qui est immatériel, donc du salaire, de la communication, etc. Et on a vu que 50% des entreprises qui se créent sont dans le domaine des services. Donc 50% des entreprises, ça ne sert strictement à rien déjà qu'elles aillent voir leur banquier, hormis pour financer l'ordinateur, l'imprimante et encore. Voilà. Le schéma idéal, alors il n'y en a pas, il y a une multitude de schémas, tout dépend bien évidemment. Si on est une entreprise plutôt d'innovation technologique ou une entreprise plutôt d'usage. Il y a un certain nombre de... Alors si on repart vraiment sur la base numéro 1, c'est ces petites économies, faire un petit peu le tour des popotes, aller voir parents, grands-parents, ce qu'on appelle le love money, donc essayer éventuellement s'ils le peuvent de rassembler
un petit peu d'argent là-dessus. Ensuite, il y a des effets de levier. Il y a quand même une multitude de services, enfin de dispositifs d'accompagnement, initiatives, réseaux entreprendre, etc. La BGE qui peuvent vous prêter soit il y a des subventions, soit ce sont des prêts d'honneur, ce qui peut être un effet de levier pour de la banque un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu le schéma classique, passer par une porte d'entrée, CCI, initiative, BGE, réseau entreprendre. Ça, c'est un bon effet de levier. Quand on est dans l'innovation techno, bon, il y a aussi BPI, bien évidemment, qui intervient, mais même sur l'usage maintenant avec la bourse French Tech. Voilà, donc là, ça va permettre de récupérer, je dirais, les premiers 100 000 ou 150 000 euros. Après, il arrive un moment donné où on a besoin quand même de plus. Donc là, il faut aller directement. Le meilleur effet de levier pour une start-up reste quand même le capital risque, donc lever des fonds. Donc là, on est dans l'économie de partage parce que autant avant, on voulait protéger son capital. C'est-à-dire simplement, Thomas, pour préciser, lever des fonds, c'est-à-dire du financement en fonds propres et non plus en dette. Exactement. Ouais. Donc c'est ce qui change la nature de la relation avec le financeur. Qui change complètement la nature. Là, on crée une aventure humaine, on crée un mariage. C'est-à-dire que on a moins une échéance de remboursement à court terme. On a quand même une échéance de remboursement à moyen long terme parce que l'investisseur, il faut quand même à un moment donné qu'il puisse sortir et idéalement gagner de l'argent. Mais par contre, se crée une véritable relation où on fonctionne comme ça avec ses financeurs et on développe une stratégie avec aussi leur accord. Enfin, on perd un petit peu d'indépendance. Mais toujours dans une démarche constructive. Donc le financement en fonds propres est indispensable à partir d'un certain moment. Plusieurs réseaux existent. Les besoins en France sont d'environ 4 milliards. Aujourd'hui, il y a donc les business angels qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Donc il y a différents qui sont organisés en réseau qui financent pour environ 44. Ils sont 4 000 en France pour environ 44 millions d'euros financés. Mais c'est pas suffisant. 1%, quoi. 1%. Donc il y a ce phénomène qui est la problématique et certains fonds d'investissement en amorçage aussi peuvent exercer, mais malheureusement en amorçage ils sont peu nombreux. Donc il y a cette problématique, surtout pour du financement d'usage. Donc il y a cette problématique d'equity gap et ce vide. Et c'est là où le crowdfunding en fait est arrivé, c'est que l'être humain n'aime pas le vide. Donc entre ces 44 millions plus les fonds, il y avait quand même un gap. Donc le crowdfunding est arrivé, enfin un des marchés du crowdfunding, dans les trois, entre le don, le prêt et les fonds propres, pour justement combler ce vide et démocratiser l'investissement en fonds propres, donc permettre à des particuliers d'y aller. Donc je pense que c'est un effet de levier qui est indispensable. Le financement en fonds propres est indispensable. C'est pas insurmontable. Ça s'anticipe, ça se travaille. Il faut l'anticiper au maximum parce qu'il ne faut pas arriver au pied du mur et puis avoir d'argent dans la boîte et être un peu à l'agonie parce que les charges tombent pour aller voir des financeurs en fonds propres, parce qu'on est un petit peu moins sexy et on va avoir un petit peu plus de mal à vendre sa boîte. Et quand même, l'objectif, c'est de la vendre assez cher pour garder le contrôle le plus longtemps possible. Mais en tout cas, c'est indispensable. Les fonds propres sont vraiment un mode de financement indispensable. Donc la chaîne, c'est aller voir déjà les dispositifs existants, le Love Money, les dispositifs existants, un peu de banque pour financer le matériel, et derrière aller sur des financements en fonds propres auprès des business angels, de certains fonds d'investissement ou du crowdfunding. Okay. Mais surtout être entouré. C'est-à-dire qu'au risque d'être insistant, la banque n'aime pas le risque. Non, la banque n'aime pas de risque, c'est pas son métier de prendre des risques. Voilà, exactement. Et non, mais c'est vrai. Et bon, après, ils ont certaines contraintes, des ratios des ratios, liquidité, etc. de risque, ouais. Mais la banque ne prend pas de risque, par définition. Alors, ce que vous direz à un banquier, c'est que quand vous déposez de l'argent à la banque sur votre livret A, qui vous rapporte une fortune, vous ne pouvez pas arriver un matin et le banquier ne peut pas vous dire « Monsieur, en fait, il n'y a plus rien. On a tout cramé, on a prêté, toutes les boîtes se sont cassées la figure, on n'a plus rien. » C'est pas possible. Donc, une banque est un tiers de confiance. Et à ce moment-là, elles ont besoin de sécuriser au maximum les opérations, malgré BPI, qui fait quand même un gros boulot. Sans BPI, je pense que ce serait vraiment mal. Mais BPI déjà sécurise un certain nombre de choses. Bon, BPI, c'est quand même les impôts. Enfin, donc les banques ont du mal à prendre des risques de plus en plus. Et je pense que ça va s'accentuer parce que leurs contraintes s'accentuent aussi. À partir du moment où on a conscience que les banques ne prennent pas de risques, on va les voir quand il n'y a pas de risque. Oui, puis elles ont du mal à évaluer aussi des projets qui sont innovants. Je citais l'anecdote tout à l'heure parce que je dispensais une formation à des banquiers et je leur disais, un peu pour les provoquer,
vous financez pas l'économie en France. Et eux me disaient, bon, mais non, pourquoi vous dites ça, etc. Bon, donc j'avais un peu cette même analyse que vous avez, Thomas, de dire, vous financez des activités, des organisations, des entreprises qui ont une activité déjà depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Mais pour la création d'entreprises et l'innovation, vous n'êtes pas présent. Et ils ont fini par me dire, on ne sait pas faire. Non, parce que c'est très pyramidal l'organisation. Alors, faut pas cracher dessus. Enfin, je veux dire, c'est une organisation de banque est pyramidale parce que tout est cloisonné, etc. Et le conseiller qu'on a en face de soi n'est pas du tout décisionnaire. Donc, ça remonte dans les méandres des niveaux de risque. Et derrière, forcément, c'est retoqué parce que start-up, alors tous les signaux sont dans le rouge. Donc, donc ça redescend. Et le conseiller qu'on a en face de soi, c'est pas lui qui a pris la décision. C'est pas vous en tant qu'entrepreneur vous n'êtes pas allé défendre votre dossier auprès des décisionnaires. Donc voilà. Maintenant, les banques aussi évoluent, bougent. Dans le monde du crowdfunding, on passe beaucoup de temps avec elles. Elles sont vraiment dans une dynamique elles ont quand même envie et elles sont conscientes qu'elles ne peuvent pas aller sur ces modes sur du financement de start-up et notamment de BFR. Donc il y a une vraie tendance à ce que nous, on fonctionne vraiment en partenariat avec des banques, en rééquilibrant un petit peu le risque, en disant, ben voilà, nous on va vous apporter tant en fonds propres, vous êtes capable d'aller jusqu'à combien en gros sur de la dette, à partir du moment bien évidemment où l'entreprise a la capacité de remboursement. Mais il y a une mutation aussi dans le secteur bancaire. Je pense que toutes les fintechs au sens large, et notamment certaines fintechs sont sur les moyens de paiement, etc. Donc là ça bouge un petit peu, mais notamment le crowdfunding qui fait partie de ce monde des fintechs est en train de complètement transformer aussi le monde bancaire. Et aujourd'hui, ils ont quand même la volonté de vouloir financer des boîtes, mais aux côtés et en s'alliant avec notamment des plateformes. On voit bien de certaines banques comme la BNP par exemple qui a mis en place un dispositif autour de l'innovation pour essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent toutes ces sociétés innovantes, ces startups, etc. En se disant déjà on va apprendre sur leur mode de fonctionnement et derrière peut-être qu'on sera présent. Mais si je schématise ce que vous dites, peut-être que finalement la solution c'est l'apport en fonds propres, donc des investisseurs dans les premiers temps, surtout si on est une structure innovante type start-up, et puis ensuite une combinaison entre fonds propres et financement bancaire, une fois que l'entreprise a pris son envol, qu'elle a une certaine forme de pérennité et que les banques sont plutôt de nature à être rassurées. Complètement. Et alors, il y a un élément, parce que nous, on en voit quand même beaucoup. Manu Startup, nous, on a traité 600 dossiers l'année dernière de start-up. Il y a un élément qui est primordial, là, c'est juste un petit conseil un peu en side, c'est ne sous-évaluez surtout pas votre besoin de financement. 70% des startups, je n'ai pas des stats précises, mais sont souvent sous-capitalisés et c'est ce qui peut aller aussi à la perte de la boîte. Donc, il ne faut pas hésiter à demander plus. Bien évidemment, il faut quand même être capable de l'argumenter, mais il faut surtout, quand on lève des fonds sur la partie fonds propres, il ne faut pas sous-estimer ses besoins. Et pour cela, pardonnez-moi, il faut être accompagné. Je reviens un peu là-dessus, je m'attraque un peu là-dessus, mais il faut être accompagné. Aujourd'hui, il y a une multitude de conseils qui peuvent vous aider là-dessus. Et il faut quand même bien, quand on n'est pas un pro de la finance, il faut quand même bien estimer les choses. Et dans votre entreprise, le montant moyen d'une levée de fonds, c'est en crowdfunding, c'est combien ? Alors nous, on a levé, on existe depuis, ça fera 2 ans à peu près en janvier, on a levé 1,4 million. Tout à l'heure, c'était 400 000, non, c'est 1,4 million. Sur 2 opérations, on a fait une opération de 400 000, une opération d'1 million. Là, on va quasiment doubler à horizon mars. On va être entre 3 et 4 millions, si tout va bien, levés. Donc, c'est difficile de sortir des ratios. Mais je dirais, les campagnes moyennes sont entre 2 et 300 000 euros. Et le ticket moyen, en tout cas, nous, on a une communauté de plus de 12 000 investisseurs. Le ticket moyen jusqu'à présent est plutôt aux alentours de 10 000 euros. Donc voilà, c'est 300 000 euros levés pour les startups avec des investisseurs qui mettent en moyenne 10 000 euros. Voilà un petit peu les ratios. Mais on n'a pas assez de recul aujourd'hui vraiment pour donner des stats ultra précises. Mais en tout cas, c'est là où on en est aujourd'hui. Oui, vous Arnaud, au Nouma, vous avez lancé une campagne de crowdfunding. Vous avez réussi à récolter 1 million d'euros en 44 jours, c'est bien ça ? Pourquoi le crowdfunding et voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Déjà, pourquoi ça a marché, peut-être, parce que la condition pour laquelle ça a marché, c'est la raison de l'ensemble.
on passait d'une asso à une entreprise avec 14 ans d'années sur une association, donc un réseau, une empreinte écosystème qui était très forte. Il n'était pas concevable de transformer l'asso en entreprise sans créer une cohérence du modèle financier, du modèle de financement derrière. C'était pas possible. Pour la cohérence du modèle financier qu'on a choisi, c'est de dire que la majorité des parts de Nouma revenait aux collaborateurs de Nouma. Donc c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire qu'une partie du financement de Nouma devait être entre les mains de la communauté qui nous suit depuis 14 ans. Et le troisième élément était de dire qu'une autre partie de ce financement pouvait être dans les mains de corporates cohérents avec l'ADN de Nouma pour pouvoir aller chercher des marchés extérieurs et marchés internationaux. Donc sur la partie qui correspondait à la communauté, donc c'est 12,5% du capital, l'évidence allait sur une opération d'equity crowdfunding. Donc on est passé par une plateforme et on avait préparé l'amont pour bien expliquer notre démarche. Et donc en 44 jours, on a fait une campagne qui était vraiment, vraiment, vraiment intense. Et on a donc récupéré 1 million d'euros auprès de 330 investisseurs. Alors comment on lève 1 million d'euros en 44 jours? C'est quand même une question qu'on se pose. En 2 minutes ou en... Non, en 30 secondes, il faut avoir une histoire à raconter. Il faut que cette histoire elle soit hyper cohérente et impactante. Il faut qu'elle soit évidente, il faut qu'elle parle aux gens. Et le problème, c'est quand vous racontez une histoire et qu'elle ne parle pas aux gens, ou qu'il y a des choses à l'intérieur de cette histoire qui ne sont pas cohérentes, les gens vont le voir tout de suite et vont focuser dessus. Donc il faut que l'histoire elle soit belle. Elle n'est pas forcément... Enfin, belle, c'est pas le mot. Il faut qu'elle soit cohérente. Voilà, il faut qu'elle impacte. Il faut qu'elle raconte quelque chose qui n'ait pas de trou dans la raquette. Donc il y a une préparation amont à faire, avec des messages qui sont des messages clés. Il y a du contenu à mettre en place. Et qui doit être un contenu qui est encore une fois cohérent avec le message que vous voulez faire passer. Et puis la suite, au moment où vous faites la campagne, moi le sentiment que j'en ai eu, c'est que les gens vous réclamaient des preuves de la promesse. Voilà. Vous dites ok, vous nous racontez ça, vous nous dites ça, c'est super, ça a l'air canon. Mais réellement, vous allez faire quoi? Réellement, une fois que j'aurai mis mon billet, qu'est-ce que je vais en recevoir? Il y a des réponses que vous pouvez leur donner et des réponses que vous ne pouvez pas leur donner parce que vous savez, comme le disait très bien Thomas tout à l'heure, en fait, un business plan, c'est fait pour être travesti. Donc c'est compliqué de leur dire, effectivement, on va forcément être dans 15 pays, c'est obligatoire. Donc ce moment un peu d'acrobate, c'est une fois que vous avez fait les promesses, une fois que vous avez fait rêver et que vous avez capté l'attention des investisseurs, de pouvoir leur dire, bon, la réalité de ce qu'on va faire, ça va être ça, c'est d'être dans la rassurance. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant ces 44 jours. On a fait énormément de gens, on a fait des confs, on a fait plein d'ateliers, on a invité les gens à venir à Nouma. On s'est, ça je l'ai pas dit, on s'est mis en transparence absolue et totale, mais ça c'est notre modèle qui nécessitait ça. C'est-à-dire qu'on a ouvert le business plan à tout le monde, dont les concurrents, qui s'en sont régalés, puisque derrière vu qu'on avait mis des sentinelles un peu partout. On a reçu les échos et ça nous permettait aussi de contrer les éléments de langage. Mais c'était le choix qu'on avait fait, on l'a fait en totale transparence. Mais ça, c'est moins lié à une opération de crowd ou des techniques de succès d'opération de crowd que plutôt à l'ADN fort de Nouma. Nous, on ne voulait pas, au moment où la campagne se terminait, on ne voulait pas avoir des gens qui venaient vers nous en disant « vous nous avez menti ». Parce que c'était trop important sur les projets, enfin les mois qui allaient suivre. Merci. Avant de passer aux questions de la salle, peut-être Benjamin, comment ça s'est passé les modalités d'accès au financement? Vous nous avez dit tout à l'heure que ça s'était plutôt bien passé, mais concrètement, vous êtes allé voir qui? Alors, juste en premier point, peut-être qu'on me contredira à ma droite. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous posiez la question, quelle est la première raison pour laquelle on ne se lance pas? Quelqu'un a dit l'argent. Je pense que c'est effectivement une grosse raison. Moi, je ne connais pas dans mon réseau, et on commence à connaître pas mal de boîtes, etc. Je ne connais pas une seule société qui n'a pas trouvé de financement. Pas une seule. Il y a des gens qui vendent des insectes en gâteau apéro, ils ont trouvé des financements. Il y a des gens qui font de tout. Je ne connais pas une personne, une entreprise, peut-être parce qu'il n'existe plus, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne connais pas une boîte aujourd'hui, ou une personne qui a essayé de créer sa boîte et qui n'a pas trouvé de financement. Le système est hyper favorable. Il y a des fonds d'amorçage. Par exemple, la BPI vient de créer un fonds d'amorçage de 50 millions d'euros.
Donc voilà, pour toutes les boîtes qui ont prouvé un tout petit peu leur traction avec quelques utilisateurs, vous pouvez aller voir la BPI et ils ont une enveloppe de 50 millions d'euros. Bref. Ouais, puis vous nous disiez tout à l'heure, je vous disais pourquoi vous vous êtes installé à Nantes, vous êtes nantais, vous m'avez dit non, les gens travaillent plutôt bien ici, il y a un terreau, et puis par ailleurs, il y a un accès à la BPI qui est facilité. Tout à fait, un accès au financement en général, que ce soit Réseau Entreprendre ou la BPI. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'être à Paris et à Nantes et de mettre nos équipes techniques à Nantes parce que c'est plus facile d'être la plus belle start-up de Nantes que d'être la plus belle start-up de Paris. Et les enveloppes de la BPI, par exemple, de Nantes, avec qui j'avais rendez-vous aujourd'hui, sont un peu moins grosses que celles de Paris, mais sont beaucoup moins sollicitées que celles de Paris. Donc, entreprendre en région, vous avez beaucoup d'aide, beaucoup plus d'aide financière. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est mis aussi à Nantes, c'est pour aller prendre des aides en région parce que c'est beaucoup plus simple qu'à Paris puisque la concurrence est moins rude. Donc nous, notre schéma de financement, on a gagné le premier concours qui nous a lancé, c'est le concours de 101 projets, comme tu le disais dans la présentation, concours organisé par Niel Grangeon et Simon Cini, qui en juillet nous ont dit ok, il faut qu'on se revoie. On les a revus, ils nous ont dit on veut réinvestir et faire une levée de fonds. On a trouvé 2 autres fonds d'investissement supplémentaires et au final, on a plus eu la chance de sélectionner les fonds que aller les chasser, aller les chercher. J'ai rencontré 19 fonds en un mois, ils étaient tous là en train de vouloir mettre de l'argent, vouloir avoir de l'argent. Donc c'était la situation, malheureusement, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Nous, c'était pas très compliqué. La première levée de fonds, c'était vraiment... on avait, je crois qu'on avait des problèmes de riches. C'était combien la première levée de fonds? C'était 1 million. 1 million, c'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà pas mal. Sans utilisateurs et sans chiffre d'affaires, c'est déjà pas mal parce qu'effectivement, en plus, il faut bien vendre sa boîte. Parce que quand vous prenez 1 million, vous cédez du capital. Et si vous valorisez la boîte 1,5 million, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'ils vous ont piqué la totalité de votre boîte. Donc il faut essayer de vendre sur un prévisionnel qui n'est pas du tout réaliste. Sur le prévisionnel vendu, aujourd'hui, je faisais 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si j'en suis à 20 000 euros, c'est déjà pas mal par mois. Bref, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut survendre les choses. Comment s'adresser à des fonds, ce qui peut être important ici. Donc, évidemment, le prévisionnel n'est pas réalisable, mais c'est pas grave. Ils le savent, vous le savez. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir que vous êtes ambitieux. Ne vous arrêtez jamais au marché français. Ils en ont absolument rien à faire. Alors, si une boîte arrive d'un an et moi en France, pour nous, c'est le permis de conduire, c'est franco-français, etc. Voilà, ça y est, nous, on leur a vendu qu'on était présent, qu'on allait être présent. Là, en ce moment, on devait être au Brésil, en Chine, en Russie, en Australie. Mais c'est pas très grave. Au moins, vous leur démontrez votre ambition et votre volonté d'aller loin et de ne pas être seulement sur le marché français qui n'intéresse aucun fonds d'investissement. Voilà, quel conseil en gros, un autre conseil pour comment s'adresser aux fonds d'investissement, je parle. Faut savoir que les gens que vous voyez dans les fonds d'investissement, ils vont investir, mais c'est pas leur argent qu'ils vont investir. C'est l'argent de leurs investisseurs. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a apporté les arguments pour qu'ils les recrachent tels quels à leurs investisseurs. Ah, on va faire ça, ça, ça. Ils ont pris le papier, ils l'ont filé à leurs investisseurs. Les investisseurs ont dit OK. Et donc en fait, voilà, on a pu faire cette levée de fonds assez facilement. Mais gardez bien à l'esprit que c'est des personnes qui travaillent dans un fonds et c'est pas leur propre argent. Donc servez-leur. Les gens sont feignants. Servez-leur les arguments pour qu'ils ressortent à leurs propres investisseurs. Et ça serait vraiment leur mâcher le travail. Et ce qui est une bonne chose. Donc voilà, vous voyez très gros et voyez beaucoup plus gros que ce que vous avez l'intention de faire, ou en tout cas plus rapidement. Voilà. Merci. Donc on a un gros quart d'heure pour passer aux questions de la salle. Donc là, il vous suffit de tendre la main et à ce moment-là, un micro va vous être tendu. On a une question au premier rang. Qui veut poser la première question? Je veux bien me lancer. Allez-y. Donc c'est pour le fondateur d'Ornicar. Donc c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai souvent entendu dire que les projets étaient financés sur l'équipe et pas forcément sur l'idée. Surtout, c'est très cohérent avec ce que tu viens de dire, puisque vous, même si vous aviez une idée, quand tu as levé, vous n'aviez pas de clients ni de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a fait, en dehors des arguments que tu viens de donner, que les investisseurs vous ont quand même suivi, puisque vous n'aviez pas créé de boîte auparavant? Et même si la première fois, tu as réussi un peu à convaincre les investisseurs en sortant des chiffres, on va dire, faramineux, si aujourd'hui tu dois relever, sur quoi tu te baserais
Et voilà, est-ce que tu penses que tu aurais des nouveaux arguments pour relever et qui pourraient être intéressants ce soir? Alors, en fait, il y a plein de sujets dans ta question. La première chose, c'est effectivement, quand on n'a pas d'utilisateurs ni de chiffre d'affaires, les investisseurs misent que sur une équipe. Et donc alors là, il faut se mettre un petit peu en avant quand on va voir les investisseurs. Par exemple, nous, l'argument, c'était, voilà, on a créé il y a 6 mois, on a pris un procès, on a eu le courage d'aller prendre des frais d'avocat, etc., pour aller se battre pour le procès. On a gagné, on a transformé ça en communication. Bon, même si, très honnêtement, la com, elle est venue un peu sur nous comme ça. On n'a pas voulu, enfin, on n'était pas contre, mais on n'a rien fait de particulier. Et donc, pour les investisseurs, on a dit, voilà, il y avait une stratégie qui était mise en place. Bon, bref, donc pas mal de pipeaux. Mais le fait est qu'on a réussi, en tout cas, à bien se vendre. Et donc, premier élément de ta question, effectivement, ils investissent d'abord sur une équipe. Deuxième élément, aujourd'hui, là où, encore une fois, tu as raison, c'est que leur vendre du rêve une fois, c'est facile. Une deuxième fois, ils vont regarder le rêve que tu leur as vendu la fois d'avant, ils vont se dire attends, là il y a un petit gap entre le réalisé et le promis, quoi. Donc alors j'ai pas encore entamé mon deuxième tour, ça va pas tarder. Donc je cherche aussi des arguments à leur sortir parce que j'ai clairement pas. Ça va être plus compliqué. ça va être plus compliqué. Après, vous passez par autre chose. On a quand même des utilisateurs. En fait, faut leur prouver que vous avez compris pourquoi vous n'avez pas réussi à atteindre les objectifs que vous aviez engagés. On s'est rendu compte que le permis de conduire, par exemple dans notre cas, nous on a commencé par le code de la route et ensuite la conduite. On est parti du principe que le code de la route et la conduite étaient deux produits complètement différents et que les élèves pouvaient percevoir ça en 2 temps. Et en fait, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi, que le permis de conduire pour un élève, c'est un tout, c'est le code et la conduite. Et donc par exemple, quand on n'avait pas la conduite, parce qu'on a lancé d'abord le code, on a lancé le code en mars 2015, on a lancé la conduite en septembre à Nantes, et l'effet que ça a eu sur les ventes de code, le fait d'avoir annoncé le lancement de la conduite, on a fait plus 271% de ventes de code à Nantes. C'est-à-dire qu'avant, on a lancé en septembre, en août, les ventes de code d'Ornicar faites à Nantes représentaient 3% de nos ventes totales de code. Fin septembre, elles représentaient 27% de ventes de code. Donc on a compris ce qui engageait et quels étaient les meilleurs leviers d'acquisition pour nos candidats. Et aujourd'hui, quand je vois mes fonds, parce que je les vois une fois par mois, c'est pas malheureusement, c'est très heureusement. Et donc effectivement, au fur et à mesure, ils nous suivent et on comprend, on apprend notre marché, on sait ce qui va engager nos futurs clients, ceux qui vont payer. Et le but maintenant, dans un deuxième tour, ce que je vais mettre en avant, c'est j'ai compris ce qui fonctionnait et donc je sais exactement où je vais injecter l'argent que vous allez nous donner. Ça va être dans tel ou tel levier d'acquisition, etc. Donc j'ai beaucoup plus de connaissances. Je leur explique pourquoi je ne suis pas arrivé à leurs objectifs. Et de toute façon, c'est exactement le même fonctionnement. Ils vont reprendre tous ces arguments et puis ils vont les recracher à leurs propres investisseurs. Donc voilà les arguments que je compte mettre en avant. Je te dirai plus tard si ça a marché ou pas. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont assez sensibles à ce genre de choses. Ils savent très bien qu'on leur a survendu en première levée de fonds et en premier tour de table. Et aujourd'hui, dans un deuxième tour, on va continuer à leur revendre. Ils vont continuer à savoir qu'on leur survend les choses. Mais on aura fait des petites évolutions, on aura eu des apprentissages qu'on pourra mettre en avant. Voilà. Merci. Alors on avait une question ici au premier rang, monsieur. Bonsoir plutôt. Je vais rentrer dans comment formuler cette question. Donc on est 3 jeunes étudiants, créateurs d'entreprise, plus de 3, très motivés, très travailleurs, on a une bonne idée, on a des retours très positifs, jusque-là tout va bien. Et donc on se rend compte qu'on a beaucoup de travail. Donc on arrive devant le travail, en fait on se rend compte qu'on est des petits chiens foufous, qu'on regarde un peu de tous les côtés, qu'on ne sait pas vraiment comment faire, comment s'organiser. Donc ma question c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Est-ce qu'on travaille avec un Excel? Voilà, c'est ça ma question. Ça c'est une question pour Arnaud, ça. Alors c'est à ça que servent les accélérateurs. Mais bon, pour rentrer dans un accélérateur, ça n'existe pas encore. Enfin, il y a des accélérateurs d'école, mais dans les écoles, mais ça n'existe pas encore pour des profils. Pour les profils étudiants, les accélérateurs type NUMA, je ne vois pas beaucoup d'étudiants qui y entrent. Mais très, très concrètement, la situation que vous vivez aujourd'hui, elle est complètement normale, elle est saine, et si vous faites et vous continuez tout seul, vous risquez d'abîmer le projet. Donc il y a 2 manières à mon avis, c'est pas exhaustif, mais je vois 2 manières de faire. La première manière de faire, elle n'est pas trop possible dans le cas actuel, puisque vous êtes encore étudiant,
Et si vous sortez des études ou si vous, je ne sais pas, je sais qu'il y a des sujets en ce moment sur Audencia, mais je ne sais pas à quel point on en est. Le fait d'être incubé ou accéléré est une clé de succès de projet. Dans ces phases-là, vous allez avoir une espèce de programme avec des mentors qui vont confronter votre projet, qui vont vous challenger, qui vont vous amener à faire un pivot dans vos structures et qui peuvent idéalement même vous amener à rencontrer des investisseurs, ce qu'on appelle les fameux démodés. Et donc vous avez votre projet à l'étape A, ensuite pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, il passe à l'étape Z, et au moment de cette étape-là, vous présentez votre projet à un démodé ou auprès d'investisseurs qui vont financer pour passer ensuite à un mode d'entreprise. Première option, c'est celle-ci. La deuxième option, c'est quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas rentrer dans un accélérateur, créez autour de vous, ne restez pas seul, créez autour de vous ces fameux mentors, ce réseau de mentors. Et alors là, vous êtes un entrepreneur seul, entrepreneur étudiant. Ce que je pense, enfin, vous n'étiez pas étudiant, vous, mais donc là, peut-être le mieux, c'est que, enfin, moi, je l'ai vécu, mais c'est plus vieux que ce que tu as pu vivre aujourd'hui. Donc, je te laisse la main là-dessus. Quand tu es tout seul, comment tu fais ? Nous, ce qu'on a fait, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est constitué un advisory board. Donc, on a pris un ami qui avait une boîte qui marchait bien et un entrepreneur qui avait une boîte depuis plus de 20 ans et donc plus âgé, plus mûr, qu'on voyait tous les mercredis matins. Voilà, c'est la première chose. C'est une des premières choses qu'on a fait, c'est mettre en place cet advisory board qui n'avait pas d'action de la société, qui n'avait rien, mais devant qui on s'engageait tous les mercredis à chaque présentation qu'on faisait sur ce qu'on allait réaliser. Bon, ça déjà, ça a été la première chose et ils nous ont beaucoup aidés. Et c'est des gens qui en fait ont le recul nécessaire pour dire mais là, tout ce que tu as fait, ça n'a servi à rien tant que tu n'as pas fait ça avant. Après, ta question, j'ai bien compris, c'est concrètement, très concrètement, qu'est-ce que tu fais, vous faites. Moi, mais le problème, c'est que je ne connais pas ton idée et je ne connais pas ton modèle. Moi, ce que je ferais, c'est déjà poser par écrit son idée, définir le marché, quels sont les acteurs, aller rencontrer ces acteurs, essayer de voir si ton offre que tu vas mettre en place, que je suppose qu'il va y avoir de l'argent, hein, enfin j'espère pour toi, sinon ça va être difficile de lever des fonds, mais il va y avoir un échange de flux, et voir si les gens sont prêts à payer pour ton service, aller faire une petite enquête sur le terrain, autour de toi, aller en parler, essayer de comprendre les leviers de traction, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui intéresse. Sur les 19 fonds qu'on a rencontrés, certes, plusieurs nous ont dit non en disant « vous n'avez pas encore vraiment identifié vos leviers de traction. On ne sait pas si la proposition de valeur d'Ornicar plaira au plus grand nombre. » Bon, nous on dit ah, mais un permis 2 fois moins cher. Oui, non, mais on s'en fout. Ça n'a pas été personne, aucune enquête et aucun utilisateur n'a encore accédé au service. Donc moi, si je devais refaire ça, c'est que j'irais voir des gens, je ferais une véritable enquête, j'irais sur le marché, sur le terrain, je parlerai de mon idée et j'adapterai mon offre. Ensuite, deuxième étape. C'est là où je ne peux pas t'aider parce que je ne sais pas ce que c'est exactement. S'il y a s'il y a un site internet dedans, et ben, bon, déjà il faut créer ta boîte et ensuite peut-être commencer dans une version bêta de ton site internet et demander à tes amis, tes proches, aux gens que tu rencontres de l'utiliser, de te faire des retours dessus. Et au fur et à mesure, tu l'améliores, tu itères. C'est plus simple si tu es un développeur dans ton équipe, sinon tu as d'autres solutions. Et voilà, pour moi c'est comme ça que je ferai step by step, mais c'est en prenant l'exemple de mon modèle à moi. Donc c'est vraiment, je trouve la capacité de traction, je commence à mettre quelques euros dans la plateforme, je fais utiliser mon service par quelques utilisateurs, et après je peux directement aller voir des financiers, enfin des financeurs. J'en reviens sur ce que tu viens de dire. Dans les critères de sélection de Nouma, sur les startups, aujourd'hui on ne prend plus de projets s'il n'y a pas un CTO, s'il n'y a pas un développeur. Donc, je pense qu'une des étapes, si effectivement ça touche au numérique de toute façon ou d'une autre, c'est de compléter ton équipe par un profil tech. Qu'on peut engager ou qu'on peut associer. Que vous pouvez associer. Bah, à part si tu as les moyens de l'engager, mais enfin, je ne sais pas si tu as plein de moyens de financement. On a fait un crowdfunding. On a fait un crowdfunding. Ok, bon bah. Alors je vais rebondir là-dessus. Le crowdfunding n'est pas magique. Ça, c'est un élément important parce qu'en fait, très souvent, on nous dit bah ouais, mais je fais du crowdfunding, de toute façon, c'est facile, on met la campagne, on est financé, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je parlais de 6. Notre entonnoir de sélection, c'est 3% au final
Donc à l'arrivée, il y a 3% des projets qui ont été déposés. Sur Thomas, vous disiez tout à l'heure, vous en recevez combien? 600 L'année dernière, on a reçu 600. Alors après, nous, on était nous-mêmes en pleine construction aussi de notre communauté, etc. Oui, donc c'est on pas mettait encore les le deux régime pieds de sur le croisière, frein. ouais. Mais on n'est pas encore sur un rythme de croisière. On le sera, je pense, en milieu d'année. Mais concrètement, même au final. Après, il y a de tout dans les dossiers, il y avait de tout, mais il y a 3%. Donc le crowdfunding n'est pas magique. Alors une campagne de dons, on peut la démarrer, je dirais, le risque il est minime, etc. À partir du moment où on rentre sur une plateforme en equity, en fonds propres, il y a une sélection qui est faite, c'est une due diligence, c'est comme un fonds d'investissement, ça passe différentes étapes, sauf que c'est plus démocratique, parce qu'il y a forcément une étape de vote et de sélection par la communauté à un moment donné. Donc le crowdfunding ne finance pas tout. Par contre, le crowdfunding, et notamment en dons, c'est une excellente étude de marché parce que faire une petite campagne de dons, même pour aller chercher 2000 €, le montant n'est pas important en fait. Alors ne mettez pas trop un montant trop élevé parce que c'est pareil, c'est compliqué, on est en France, on n'est pas aux US. Mais en restant sur un petit montant, c'est vraiment l'étude de marché, grandeur nature. Permet de voir s'il y a des gens, alors trouver des contreparties un peu rigolotes, quelque chose de sympa, ou le produit ou le service, encore une fois je ne sais pas trop dans quel secteur c'est, mais c'est une très très bonne étude de marché, et derrière ça peut avoir des effets de levier, ça permet de débloquer des situations, notamment en termes de financement. Donc le crowdfunding en don, oui, en fonds propres, peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Il s'avère que c'est un calvaire en fait. On a fait donc une campagne de crowdfunding en don, qu'on a terminée, on a récolté les fonds qu'on souhaitait récolter. Et c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que on est constamment très très exposé, on relance les personnes 5 fois, ils oublient tout le temps, on se prend des insultes parce qu'on est le lourd de service. C'est une situation très 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 inconfortable. Pendant la campagne ? Oui, pendant la campagne. Alors, il y a une vraie stratégie. Alors, c'est ce qu'expliquait Arnaud tout à l'heure. Une campagne de crowdfunding, c'est une campagne de communication. Donc, ça demande un certain process. Et forcément, on commence par son premier cercle. Donc, la notion de premier cercle, deuxième cercle. Et puis après, on va chercher le reste du monde. Oui, c'est compliqué, même pour un petit montant. Mais ça permet peut-être aussi de se poser les bonnes questions. C'est de se dire, est-ce que le produit, il plaît ? C'est pas. Mais il y a un moment donné, non, mais c'est important parce que il faut entreprendre, etc. Des financements. Alors, je partage un peu moins. Forcément, parce que je joue plutôt le rôle du financeur, même si c'est pas mon argent non plus. Mais il y a une sélection. Il faut aussi tester et revoir la copie. Peut-être que là, la campagne va pas aller au bout, etc. Mais c'est pas grave. Revoir la copie, voir si ça vaut vraiment. Il y a des choses à affiner. Si les gens n'y vont pas, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui plaît pas. Et il faut surtout. Au lieu de peut-être leur envoyer 50 mails, mes 10 balles, ça va m'aider, c'est peut-être leur dire pourquoi tu les mets pas ces 10 €. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Pourquoi qu'est-ce qui te plaît pas dans mon produit ou mon service? Et c'est ça l'étude de marché en fait au final. Puis on en revenait à ce que vous disiez tous les trois, et puis spécifiquement vous Thomas, c'est-à-dire que tout ça c'est un métier et il faut se faire conseiller. On disait s'entourer, confronter, échanger, s'inscrire dans des dispositifs comme celui dont s'occupe Arnaud, etc. Voilà, c'est l'expertise. L'expertise de gens qui ont de l'expérience, le fameux rendez-vous du mercredi matin, etc. L'expertise de gens qui ont l'expérience, la connaissance, la technicité aussi, puisque le crowdfunding c'est aussi une technicité. Tout ça c'est important. Vous poursuivrez l'échange tout à l'heure. On va prendre une dernière question. C'est ça, j'ai encore une autre question, alors je vous tiendrai la jambe tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un qui voudrait poser une question dans la salle? Non? Personne? Personne. Bon, alors du coup, alors on a une petite contrainte qui est l'alarme qui s'enclenche à 22h. Donc moi ce que je propose c'est que plutôt on finisse de manière informelle l'échange pour si vous le souhaitez ou d'autres d'ailleurs à l'extérieur de l'amphithéâtre et qu'on demande à Jérémy de conclure cette conférence. Oui, bah voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire quand même, c'est que voilà, dès qu'on a une idée, il ne faut pas hésiter à oser, il ne faut pas avoir peur d'oser, de tenter, de tester des choses, parce qu'on le voit bien que voilà, on a 3 entrepreneurs avec nous qui ont eu des réussites exceptionnelles, et c'est des gens qui ont osé, qui ont testé sur différents marchés, et on voit bien que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de naturel, ça vient quand même naturellement,
Mais finalement, il faut confronter ses idées avec d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter à partager. Et donc en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment se lancer. Et donc maintenant, c'est à votre tour. Ils l'ont fait et pourquoi pas vous ? Voilà, je voudrais juste remercier quand même les 3 intervenants qui sont venus, qui se sont déplacés, certains spécialement de Paris, donc pour cette conférence. Merci Arnaud Chéniaud, merci Benjamin Guignot et Thomas Desron d'être venus. Je remercie toutes les personnes qui ont permis à cette conférence de voir le jour. Madame Lombard, merci à vous Monsieur Noël de nous avoir accompagnés tout le long de l'organisation de cette conférence. Tous les étudiants de première année qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Maxime, Pierre, Constance, Stéphane, Céline et Isabelle. Donc merci à tous et j'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Et bonne soirée. Just like the spaceship up, them bright big lights.